Vous écoutez Le 13e étage avec votre animateur Jean-Philippe Jalbert et ses invités JP Jalbert. Chaque semaine, on reçoit des entrepreneurs qui viennent nous parler de leur parcours et échanger sur des sujets qui les concernent. Le 13e étage, le podcast incontournable sur l'entrepreneuriat, la finance et l'immobilier au Québec. Le 13e étage, on va parler des vraies affaires. 13e étage. Bienvenue au 13e étage. Je m'appelle Jean-Philippe Jalbert, je suis entrepreneur et investisseur en immobilier. Aujourd'hui, j'ai la chance de vous présenter votre 5e co-animateur. J'ai nommé Danny DiVincenzo. Comment ça va, Danny? Ça va super bien. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça me fait plaisir, Danny. Tu es fondateur de Ziplex, de Contrôle, le centre de technique et de recherche sur le logement. Et tu es aussi investisseur immobilier. Pour les gens qui ne te connaissent pas, parle-nous un petit peu de ton parcours, tes études, ton expérience. Ben écoute, moi, tout a commencé en 96 avec un premier achat d'un immeuble. Donc, j'étais quand même assez jeune. J'avais 19 ans à l'époque. Puis, dans le fond, mon but, c'était vraiment de devenir un peu indépendant des employeurs. Donc, c'était vraiment ça qui m'a lancé. J'étais étudiant au cégep en marketing. Puis, j'ai fait aussi un petit crush par l'université aussi par la suite. Mais vraiment, c'est ce qui a vraiment changé pour moi, la donne, c'est vraiment l'achat de mon premier immeuble. Puis en fait, ça me fait poser la question, à 19 ans, qu'est-ce qui a fait que, tu sais, à 19 ans, souvent, on pense pas pantoute à ça. C'était quoi le déclic, en fait? Moi, j'ai vu mon père travailler comme un malade là, toute ma jeunesse pour pouvoir avoir une mère à la maison puis tout ça. Puis tout ce qu'il me disait, tout ce qu'il me répétait, c'est tente de justement être le plus indépendant face au marché du travail. Puis évidemment, là, dès que j'ai pu travailler, moi j'ai travaillé au Lovers, imagine-toi donc, au Lovers de Laval pendant des années où est-ce que c'était hyper payant, j'étais jeune. Donc c'est sûr que ça m'a rempli les poches. Puis en fait, je me suis ramassé avec un beau petit pactole. Puis quand j'ai eu des sous, mon père m'a dit, ben écoute, essaye de regarder vers l'immobilier. Au début, c'est super drôle. Au début, j'avais été à Tremblant avec une jeune copine du temps. Puis là, tu sais, ils vendaient des condos là, intra-ouest. Puis ils sonnaient la cloche. Puis là, ça m'avait bien impressionné. Puis là, j'avais eu la cassette VHS, vraiment une cassette VHS qui est arrivée chez moi. Puis là, mon père dit, arrête de niaiser. Ce qui est le fun, c'est qu'il y a bien du monde qui nous écoute puis ils savent même pas c'est quoi. Ben, écoute, Blockbuster, en tout cas, c'est ce qu'il y avait pas mal des tablettes des Blockbusters. Mais ça, j'avais reçu la cassette VHS. Puis mon père a dit, regarde, arrête de niaiser. Il y a un triplex à vendre à côté de chez nous. Puis j'ai fait une offre d'achat dérisoire, puis je l'ai eu, une reprise de finances. Donc moi, ça a vraiment parti de cette manière-là. C'est incroyable. Puis en fait, tu me disais tantôt, puis j'ai le goût d'aller là-dessus parce que c'est vraiment ça l'essence un peu du podcast. Tu disais, je savais que je voulais pas travailler, tu sais, comme dans un mindset de peut-être employé. Ça venait d'où, ça, dans le fond? Tu avais vu ton père, mais tu sais, c'est quand même jeune, là, 19 ans, acheter un immeuble. Ouais. Là. Écoute, ça vient d'où? Je pense que c'est l'entrepreneuriat. Quand j'étais jeune, comme plusieurs, là, j'avais des contrats de gazon. J'ai fait toutes sortes de petites choses. Puis d'être indépendant face à tout ça. Puis je pense que c'est un challenge aussi, hein, veut pas d'être indépendant puis de créer sa propre affaire, si je pourrais dire. Donc ça vient me driver beaucoup. Puis on pourra en reparler plus tard, mais c'est sûr qu'aussi, il y a toute la créativité à travers de ça. C'est sûr que quand tu achètes un triplex à 19 ans, tu penses pas que tu vas avoir beaucoup de créativité à mettre dans cet immeuble-là, mais par la suite, justement, l'optimisation, puis ça fait partie des sujets, c'est sûr que c'est là où est-ce que moi, je trouve beaucoup mon compte là, en entrepreneuriat. Là. C'est super intéressant, puis on va avoir une bonne deuxième partie pour parler de ça. Mais j'ai goût que tu me continues sur ton parcours. Donc, premier immeuble à 19 ans. Ouais. Par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, continuer à travailler. J'écoute toujours au Lovers jusqu'à à peu près. Ça me fait toujours rire parce que on en reparlera des histoires peut-être un peu plus tard, mais. Ouais. mais c'était vraiment un parcours, moi, qui a vraiment changé la donne. J'étais très, très, très timide quand j'étais jeune, puis le fait de côtoyer beaucoup de gens dans un environnement de bar. En fait, j'avais commencé à ce bar-là, j'avais même pas 18 ans. Là, fait que c'est vraiment par un concours de circonstances là, où est-ce que, des premières années, où est-ce que ça a été lancé, ce fabuleux bar rencontre-là, où est-ce que, tu sais, t'as-tu une job, tu travailler, on a besoin d'un boss boy, puis go. Tu peux peut-être expliquer c'est quoi le Lovers pour les gens qui savent pas c'est quoi, là? C'est un bar rencontre, là, qui était vraiment à son apogée, là, au tournant des années 2000, je pourrais dire. Il y en a eu une coupe, hein, je pense qu'il y en a même eu un
sur la rive, Brossard. il y en a eu sur la rive sud, il y en a un à Laval. Moi, j'étais vraiment celui qui est vraiment sur la 440 là, quand ça a commencé. Donc, j'ai tout fait là-bas, de gars de parking jusqu'à serveur ou même portier à un certain moment donné. Donc, je pensais vraiment pas parler de ça aujourd'hui, mais... Ben, c'est ça le podcast. Ben oui, on amène des fois, on sait pas où on s'en va, mais... Ben ça, je vais en apprendre pas mal de gens sur mon parcours, mais tu sais, moi, ce que j'ai beaucoup aimé aussi là-bas, c'est que à titre de boss boy, j'avais justement encore là une certaine créativité, une certaine malléabilité, puis je vais te faire rire parce que tu sais, je voyais les gens, tu sais, les barmen puis les serveurs, c'était comme un peu les vedettes, hein, si tu présentes, tu sais, dans un bar. Puis là, toi, t'es boss boy, mais tu veux toujours faire un petit peu plus d'argent. Fait que là, je me prenais des contrats, je coupais des citrons pour des barmen qui me payaient un petit peu plus, me donnaient un petit peu de type. Puis écoute, je faisais, à la fin, là, quand je mettais bout à bout tous les petits mini-contrats puis les petites astuces que j'avais pu mettre en place, je me sortais quand même une bonne paye à titre de boss boy. Le plus drôle, puis ce qui est vraiment ce qui fait sourire souvent les gens, c'est que tu sais, on était amené à souvent servir des verres d'eau, puis les serveurs dans le bar, eux autres, ils voulaient pas nécessairement le faire, donc c'était le boss boy qui s'en occupait, puis j'étais tanné un petit peu à un moment donné de pas me faire d'argent avec les verres d'eau que je servais, fait que là, à la fin, c'était vraiment Madame, tu veux-tu un verre d'eau à 1 ou à 2 $? Fait que tu sais, j'amenais une paille et un citron quand elle me disait 2 piastres, mais au moins j'étais sûr d'avoir ma pièce quand j'en livrais un tout nu, si je pourrais dire. Fait que je faisais ça, c'était vraiment un beau succès là, pour moi. Là, fait que c'était de la créativité encore là, à même une business qui était en place. Donc ça, j'ai vraiment aimé. Puis ça m'a vraiment amené à avoir quand même beaucoup de sous jeunes, puis c'est ça qui m'a lancé vers l'immobilier. Donc oui, l'achat en 96. Puis après ça, évidemment, ça en est suivi quelques-uns après. Là. Excellent. Puis, on a parlé de duplex tantôt, puis de contrôle. Parle-moi un petit peu de ça et de comment c'est venu. Il y avait évidemment un besoin. Parle-moi un petit peu du process de toute cette compagnie-là qui est florissante actuellement. Là. Écoute, tu sais, quand j'ai commencé encore là, je me demandais beaucoup comment un propriétaire peut avoir des loyers à un certain niveau, puis que l'autre, quand il annonçait, lui aussi, avait des loyers qui étaient un peu différents face aux miens. Fait que mes quelques rues avoisinantes où est-ce que j'avais mes premiers immeubles, il n'y avait pas de Kijiji dans le temps. Il y avait les packs il a commencé après un peu, mais vraiment dans les journaux locaux. Puis quand les gens mettaient des annonces, moi je colligeais cette information-là déjà dans un Excel. C'était très archaïque, mais avec l'information, je pouvais voir là évidemment certaines tendances. C'était pas aussi fort que ce qu'on fait aujourd'hui. Mais quand même, il y avait vraiment un clash entre des loyers différents pour des unités qui étaient similaires. Donc, ça a vraiment fait... ça a planté une graine, évidemment, dans ma tête. Puis, près de 20 ans plus tard, écoute, c'est sûr que là, je fais un gros bond, là. Mais, tu sais, quand j'ai optimisé mes immeubles, puis quand je me suis dit un jour, je voulais vraiment voir jusqu'où je pouvais me rendre en immobilier, je savais que ça passait pas nécessairement par l'acquisition, mais tu sais, c'est un terreau tellement fertile, là, l'immobilier, où est-ce qu'il y a tellement de problématiques à régler que je voulais voir jusqu'où je pouvais aller dans mes idées puis dans ma créativité puis voir comment je pouvais solutionner tout ça. Puis, évidemment, les loyers étant tellement une donnée importante, je savais qu'il y avait quelque chose à faire avec ça. Donc, encore là, on s'est tourné vers les annonces de logements à louer. Puis, en faisant la collection, je pourrais dire, dans le fond, en ayant le maximum d'informations sur des annonces de logements à louer, bien, c'est là qu'on a vraiment mis un Ziplex au monde. Puis, écoute, ça a été un franc succès parce qu'il n'y avait pas d'observatoire, à part, oui, la SHL qui fait quand même certaines études là, une fois par année, mais sinon, il n'y a rien vraiment qui existait pour vraiment dire c'est quoi le loyer du marché et non pas le loyer qui court dans les baux et tout ça. Donc, c'est ça qui est devenu un peu notre force, là. Tu peux peut-être expliquer, en fait, exactement ce que ça fait pour les gens qui peut-être ne connaissent pas c'est quoi Ziplex, puis c'est quand même une belle valeur ajoutée pour un investisseur immobilier. Là. Absolument. Dans le fond, nous, on est sur les annonces non-stop. Donc, à chaque heure, on fait un update sur qu'est-ce qui se passe sur les annonces qui sont mises par les propriétaires, évidemment, qui ont des unités qui ont mis en marché. Puis nous, dans le fond, c'est vraiment là où est-ce qu'on crée de la statistique, en fait, à savoir dans un secteur précis, combien va valoir l'unité à son plein potentiel. Donc, on va afficher la moyenne, la médiane, la borne supérieure. Il y en a même comme des Robert Richard qui parlent de licorniser face à ma borne supérieure qu'on affiche, parce que c'est sûr qu'à un moment donné, une unité de logement qui a des caractéristiques qui dépassent le marché, bien, c'est sûr qu'elle peut valoir plus cher, puis c'est bien correct aussi.
sais, dans le fond, c'est un échange. Hein? On veut avoir, dans le fond, ce que le marché peut nous offrir comme valeur. Puis c'est vraiment en mettant son unité sur le marché qu'on peut bien le savoir. Mais nous, au moins, on indique quand même bien, dans le fond, c'est quoi la direction, dans le fond, à prendre pour un investisseur. Donc, les gens, ils arrivent sur Ziplex, entrent une adresse, puis c'est à partir de là que tout se passe, où est-ce qu'ils sont capables de caractériser un petit peu mieux leurs produits, puis évidemment, dresser leur secteur. Puis là, ils accèdent, dans le fond, à l'information par la suite. Là. Puis les données sont collectées où? Dans le fond, là, c'est sur les sites majeurs de location. Donc, c'est vraiment là où est-ce qu'on a le maximum d'infos. C'est sûr, il y a certains sites qu'on ne touche pas nécessairement, mais principalement, on connaît les plus populaires, puis c'est là-dessus qu'on est. Là. Donc, puis présentement, je dirais, ça fait 4 ans d'existence, Ziplex, puis on est vraiment à 1 demi-million d'annonces de logements alloués. Donc, c'est vraiment énorme, là, le data. Puis, il y a vraiment un suivi très rigoureux aussi qu'on fait. Donc, on suit chacune des annonces. C'est pas parce que la personne va mettre une annonce le lundi qu'elle va être au même prix rendu au vendredi quand il n'y aura pas eu d'appel, exemple. Donc, ça se peut qu'il ajuste son annonce en cours de route. Puis c'est ça qui est intéressant pour nous de voir dans le data comment ça se passe. Donc, c'est sûr qu'il y a un gros travail là, où est-ce qu'on élimine le maximum de doublons, on fait du traitement des annonces. Mais c'est là que ça prend toute son essence, dans le fond, Ziplex. Parce que c'est tout en live, dans le fond. C'est pas des données qui sont des données probantes ou des données passées. Non. CHS, souvent, c'est basé sur l'année précédente. C'est passé date. Là. Il y a vraiment une grosse différence entre le loyer marchand et le loyer négocié. Le loyer négocié, c'est vraiment celui qui court dans les baux. Puis, tu sais, c'est correct que la dame paye un loyer plus dérisoire, je pourrais dire, parce qu'elle a comme un genre de droit acquis, si on pourrait dire, parce qu'elle est là depuis des années. Mais c'est sûr que de mettre ça dans la balance puis de dire que c'est le loyer marchand, il y a vraiment une marge. Là. Donc, c'est sûr que je pense que c'est intéressant d'avoir le marché du usager, si je pourrais dire, de pris en compte. Mais moi, ce qui m'excite plus, puis beaucoup d'investisseurs, c'est de savoir c'est quoi le loyer demain matin que je peux mettre pour cette unité-là. Donc, c'est le juste prix selon l'offre et la demande, en fait. Exactement. Donc, c'est vraiment ce qu'on fait. Puis c'est quoi là? On a parlé de contrôle, c'est nouveau. Explique-moi un petit peu exactement c'est quoi pour les. Parce que même moi, je suis même pas, je suis pas 100% sûr de qu'est-ce que c'est. En fait, c'est que Ziplex, on le présente toujours comme un baromètre du loyer. Puis un baromètre, c'est bien beau, mais il y a vraiment des caractéristiques ou des petites choses qui sont différentes d'un appartement à un autre. Donc, nous, avec le CTRL, donc le Centre technique de recherche sur le logement, on est capable d'aller vraiment pousser le data à des niveaux beaucoup plus loin. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend des mandats custom, donc des gens qui ont un projet de développement, qui savent pas trop vers quoi ça va se passer en termes de loyer. Donc, on fait beaucoup de pre-market, si je pourrais dire. Ouais. Puis, à ce moment-là, on est capable de produire des rapports qui incluent, exemple, le loyer au pied carré, la réactivité de la demande, savoir, va-tu avoir l'absorption de mes 42 nouvelles unités qui vont arriver sur le marché, comment ça risque de se passer. Donc, on pousse aussi au niveau même des caractéristiques de la compétition. Donc, les immeubles à proximité, qu'est-ce qui incluait? Y avait-tu des foyers? Y avait-tu des plafonds de 9 pieds? Y avait-tu des garages? Puis, c'est surtout aussi de mettre des valeurs sur ces caractéristiques-là. Donc, on pousse le data à un niveau beaucoup plus loin. Puis, c'est vraiment en mode pré-market. J'ai parlé des développeurs, mais beaucoup de projets aussi d'optimisation. On fait aussi ce qui est nouveau puis qui est le fun, c'est qu'on a même des propriétaires qui veulent vendre, exemple, qui vont inclure un rapport des loyers pour venir présenter tout le potentiel aux futurs acquéreurs. Donc ça, je trouve ça brillant. Il y en a, c'est pas tout le monde, mais je pense que quelqu'un qui veut vendre, des fois, d'avoir un évaluateur agréé, puis d'avoir tous ses papiers, puis d'inclure jusqu'à un rapport sur les loyers, je trouve que ça stand out, puis ça vient renforcer la valeur de l'immeuble qu'on met en vente. Donc, c'est quelque chose de nouveau. On ne pensait pas définir ce créneau-là. C'est un bon pitch de vente, en fait. Là, absolument. Donc, puis tu sais, c'est un rapport qui est bien étoffé. On fait aussi via le CTRL, on a fait aussi des loyers de faveur. Donc, on se comprend, là, quelqu'un qui rachète un immeuble qui a des loyers qui sont pas au marché parce qu'il y avait un oncle qui était là ou une tante, puis là, il veut le ramener vraiment au marché. Donc, là, on produit ça aussi en vue de présentation pour le TAL. Donc, c'est une belle entité. C'est vraiment un besoin qu'on avait moins bien calculé puis qui est arrivé un peu par la bande puis qu'on a développé parce qu'on avait vraiment une opportunité à saisir là. Puis, on a tout ce que ça prend pour pouvoir le faire, puis c'est ça l'important, là.
Donc, dans le fond, pour résumer, ça reprend le data que Ziplex va chercher, puis ça va pousser un petit peu plus. Dans le fond, c'est une étude de marché vraiment plus étoffée qui peut être faite personnalisée pour, par exemple, moi, je m'en vais acheter à Sherbrooke, je ne connais pas le marché de Sherbrooke. Je t'appelle, je dis, hey, Danny, moi, j'ai goût de bâtir un 40 logements à Sherbrooke, j'ai goût que tu me dises, mettons, à côté de l'université, c'est quoi le marché? Exactement. Là, toi, tu vas me faire un rapport. Vraiment une étude de marché plus étoffée sur un petit peu qu'est-ce qui se passe dans ce coin-là. C'est quoi qui est inclus dans les logements? C'est quoi le prix au pied carré? Après ça, moi, je suis capable de faire une analyse vraiment plus détaillée de mon projet. Là. Exact. Oui, c'est vraiment ça. Dans le fond, nous, on va vraiment prendre le projet, on va te poser des milliers de questions s'il faut, mais on va vraiment préciser le plus possible ça va être quoi ton offre possible. Puis à ce moment-là, on produit le rapport. Puis il y a des choses étonnantes des fois qu'on va ressortir, style, regarde, fais pas des 5,5, le marché n'est pas là. Ou, on le voit dans le data, là, nous autres, au niveau des valeurs, puis à combien ça se traduit aussi. Donc, c'est là où est-ce que on apporte beaucoup de valeur ajoutée, puis on est vraiment en mode pre-market souvent, ou même en vue d'optimisation. Donc, ça reste encore là de la prémise en marché, là. Ah, c'est vraiment, vraiment intéressant, puis je pense que ça peut apporter beaucoup de valeur aux investisseurs. En quoi tu te distingues de tes compétiteurs, en fait? J'ai goût de te demander ça souvent. Quand tu étais parti, c'est quoi la vision? C'était quoi un petit peu la culture d'entreprise? Puis en quoi ça se différencie des autres? En fait, tu sais, Ziplex, on part d'un... Tu sais, il n'y en a pas là, d'observatoire de loyer sur le marché. Fait qu'on était vraiment comme un peu les pionniers, puis on a eu beaucoup à éduquer notre clientèle. Puis quand tu pars quelque chose qui n'existe pas, ben c'est sûr que tu as besoin d'un coup de pouce. C'est pas rien, dans le fond, que le Club des investisseurs immobiliers du Québec était pas mal derrière de nous également. Puis c'est vraiment ces entités-là qui voient le potentiel, qui voient le sérieux de la machine aussi derrière ça. Donc, tu sais, nous, dans le fond, on a été visionnaires avec ce produit-là, mais en même temps, tu sais, c'est un besoin de savoir aussi sur quel pied danser quand on va mettre une unité de logement sur le marché. Donc, c'est un risque calculé, mais c'est sûr qu'il y a des coûts énormes à développer là, en technologie. Donc, c'est vraiment de se dire, bon, mais quel sera mon marché, puis comment ça va se traduire en termes de revenus, puis est-ce que y a-t-il un potentiel à faire ça? Je te dirais que présentement, tout le côté personnalisation, puis tout ça, nous autres, c'est vraiment puis se tourner un peu en termes de firme conseil, c'est quelque chose qui nous attire beaucoup. Puis, tu sais, c'est un besoin. Donc, tu sais, on le fameux entrepreneur là, qui se lance en bas de la montagne puis qui fait le deltaplane un peu quand il se lance. On savait qu'il y avait vraiment un énorme potentiel, mais de savoir à quel point ça allait se traduire puis de mettre des chiffres là, dans un plan d'affaires puis essayer de dire hey, je vais faire 100 000 puis après ça, je vais faire un demi-million dans 7 ans. C'est sûr que c'est très difficile. On n'a pas vraiment de comparable. Malgré qu'il y en a un peu dans le monde aussi, là, mais ça reste un marché quand même un peu différent, si on se comprend, là, avec le Québec. Donc, tout à fait. Puis en fait, je pense que c'est justement ça, la créativité, puis de savoir aussi s'ajuster. Tu sais, le marché immobilier bouge quand même rapidement. Oui, absolument. Ces temps-ci. Mais j'ai le goût d'aller là, peut-être de savoir, mettons, même si évidemment tu le sais pas, peut-être à 100%, mais où tu te vois dans 3-5 ans, mettons, avec ta business, parce que ça fait 4 ans, ça a déjà évolué. Le CTRL, je pense que c'est récent. Là, ça fait 6 mois à peu près. Je pense qu'il y a quand même un bel engouement pour ce genre d'expertise-là. Je pense que tu le vois, hein, on est très proactif avec notre infolette. On demande des sondages à quasiment aux 6 mois, puis on est très, très toujours à l'affût, dans le fond, d'avoir des feedbacks. Puis je pense que la direction que tout ça va prendre va vraiment être face à ce que les gens vont nous demander ou ils vont vouloir avoir. Tu sais. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut mettre en place. J'étais avec Steven, évidemment, dans ce projet-là, puis tu sais, des fois, on s'en retient un petit peu parce qu'évidemment, tu sais, on peut partir là, sur des données puis des choses à un moment donné qui pour nous, qui fait du sens, mais qui coûtent une tonne d'argent à développer. Puis après ça, le client va-tu, lui, embarquer dans ces projets-là. Donc, c'est pour ça qu'on regarde vraiment à toujours sonder notre monde, être à l'affût de ce qui se fait, savoir où est-ce qu'on va être dans 5 ans, dans 10 ans. C'est un petit peu difficile en technologie parce que ça va vraiment vite. Peut-être qu'on va se faire acheter par Google un moment donné, je ne sais pas. Pourquoi pas? Ça peut être une possibilité. Mais tu sais, comme je te disais, JP, moi, je vois tellement d'opportunités, de choses à faire. Il y a tellement de problématiques auxquelles les investisseurs et les propriétaires font face
que je suis pas inquiet pour l'avenir. On adore ce qu'on fait là. Moi, je suis un entrepreneur dans l'âme, puis je vais toujours avoir certaines choses sur lesquelles je veux pousser. Donc, je sais pas. C'est l'avenir est rayonnante. Oui, absolument. Certain. Absolument. Ben, on va aller dans le parcours, tu sais, puis j'ai goût que tu me parles de tu sais, les problématiques ou les enjeux que tu as vécu quand tu as commencé, soit avec Ziplex ou même quand tu étais jeune. Ben écoute, tu sais, j'étais jeune quand j'ai acheté mes premiers immeubles, là, fait que dire à un monsieur de 60 ans que son auto est pas à bonne place, ça c'est le genre d'enjeu que je me butais au début. Mais tu sais, maintenant, je pense qu'un des bons conseils qu'on peut dire aux investisseurs immobiliers, c'est toujours de gérer un peu comme si c'était une multinationale. Tu sais, moi j'aime beaucoup penser que quand j'ai une demande qu'un locataire nous écrit ou peu importe, de se dire comment ferait le service à la clientèle de la plus grande entreprise qui prendrait cet appel-là. Tu sais. Puis souvent, quand on est plus petit investisseur, je pourrais dire, on met beaucoup nos émotions en place, puis on prend ça à cœur, puis on veut donner du service, puis tu sais, c'est correct là, de faire tout ça, mais à un moment donné, il faut que ça reste sain. Puis moi, ça fait partie un peu de mes erreurs du début à vouloir trop en faire. Ben, à un moment donné, tu viens émotif, puis tu sais, quand tu embarques dans des situations, des fois, de chicane avec des propriétaires. Tu sais, 19 ans, la testostérone est encore pas mal là. Oh, elle l'est encore aujourd'hui, mais tu sais, à 19 ans, t'es plus craqué, t'es plus coq. Fait que tu sais, j'ai eu des situations que j'aurais pu gérer différemment, puis des fois, tu regrettes, puis des fois, tu fais comme... tu rappelles le locataire, tu dis, garde, là, on est deux caractères forts, là, y a-tu moyen de se parler, puis de trouver des situations? Fait que ça a fait partie un peu de mes enjeux, de savoir comment gager tout ça. Ben juste le fait que tu rappelles pour pouvoir... Moi, je trouve que déjà là, c'est une belle attitude. Il y a un autre qui aurait dit « fuck you », j'ai toujours raison. Non, mais... peut-être que je l'ai fait aussi, le « fuck you », mais bon... Si après, tu rappelles après, au moins, tu éprouves des regrets ou des remords. Mais je pense on peut-tu se parler? Puis déjà là, je pense que c'est une belle attitude. Qu'est-ce que tu dis? Il y a bien c'est comme, oh non, mais gars, moi, j'ai toujours raison, toi, t'es une merde. Puis c'est pas ça. Là, c'est pas la game. Je pense que si t'agis comme ça, t'es aussi bien de peut-être pas... Ou de mettre tout de suite un gestionnaire, en tout cas, en place, parce que... Je pense que ça peut être ça aussi. Là. Il y a des gens qui sont pas bons pour gérer des locataires. Là. On va se dire vraies affaires. Absolument. Puis c'est de mettre ses forces aux bonnes places. Ça, c'est une autre chose qu'on voit souvent, où est-ce qu'il y a des gens qui nous voient tous faire de l'immobilier, puis qui font comme moi aussi, je peux en faire. Puis à la base, est-ce que tu es financièrement responsable? Est-ce que tu as identifié? C'est quoi ta stratégie? C'est quoi tes forces? C'est toutes des choses que moi, je perçois dans le marché actuellement, des gens qui veulent faire de l'immobilier. Mais tu sais, je suis pas comment je pourrais dire, je suis pas le meilleur, puis je suis pas en train de dire que je vais révolutionner toutes ces facettes autant au niveau technologique que de la manière de gérer les immeubles, mais je pense que quand on met ces trips à la table, qu'on est à l'écoute de ce qui se fait de bien dans le marché, habituellement, si on a des bonnes valeurs puis qu'on les met en place, ça va quand même relativement bien. Donc, oui, il y a eu plein de défis. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, c'est d'être wise face à comment gérer ces défis-là. Tu sais. Tout à fait. Puis je vais revenir sur ce que tu disais tantôt, d'agir en multinational. C'est drôle parce que c'est exactement comment moi j'ai agi quand j'ai commencé. Puis j'avais un immeuble, après ça, 2 immeubles, 3 immeubles, on est rendu à 5-6. Là. Mais puis j'ai mes sœurs maintenant qui travaillent avec moi. Puis c'est un peu ce que je leur dis. Des fois, on trouve, il y a des demandes, des fois, sont un peu loufoques ou exagérées. Puis on a vraiment un service haut de gamme là, en plus. Fait que des fois, on fait comme tabarnouche, ça n'a pas de bon sens. T'sais. Mais ce que je leur dis souvent, puis même moi, il faut que je me le redise souvent, c'est pense que tu écris ton courriel de l'adresse info à Immobilier Jalbert ou du compte Facebook de est-ce que tu sais, mettons, ou même plus loin, des fois, quand j'écris maintenant, j'essaie de faire attention, je disais est-ce que je serais à l'aise d'être cité dans le journal avec ce que j'écris en ce moment? Ouais. Puis juste ça, des fois, puis évidemment, on le fait pas tout le temps, là, moi le premier, mais ah oui? Oui, des fois. Je peux être polarisé un peu, mais gars, c'est correct. Les gens m'aiment ou m'aiment pas, puis c'est bien correct. Mais tu sais, surtout avec les locataires, pour moi, nous, on les considère comme des clients. Ah oui. Puis je pense que c'est important des fois de se mettre aussi dans la peau. Puis des fois, ça peut être une mauvaise journée pour eux où il arrive, tu sais. Je pense que c'est de garder ça en considération. Puis si on n'est pas capable de le faire, nous, on gère nos locataires nous-mêmes, là, mais ça, tu sais, des fois, c'est de prendre une compagnie de gestion que c'est leur pain puis leur beurre, puis des fois, ça vaut la peine de payer 5-6%, puis occupe-toi-en. Puis... Écoute, t'as les sages paroles, tu sais, je veux dire, je pense que c'est la meilleure chose à faire, puis c'est pas parce que t'es pas capable de gérer le quotidien avec des locataires que t'es pas une machine à pouvoir faire des projets, là, tu sais. Puis c'est pas donné à tout le monde, le service à la clientèle, puis tu sais, c'est... Fait que ça, mais pour revenir à...
Moi, écoute, j'étais pas mal plus coq que ça quand j'étais jeune. Puis des fois, tu sais, je me la suis joué là, en tant que je suis le boss, je suis le propriétaire. Puis c'est tellement pas un rôle le fun, anyway. Puis c'est pas là que j'apportais de la valeur dans mes immeubles puis mes optimisations. Puis à un moment donné, ben, t'as un apprentissage à faire. Puis je pense que c'est là où est-ce que tu mets en place des bonnes pratiques, tu sais. C'est la sagesse qui parle. Oui, exactement. Hein? Exactement. Tu m'as parlé dans tes enjeux d'ouverture au partenariat. J'ai goût que tu me parles de ça. Oui, écoute, c'est... Moi, le meilleur partenariat que j'ai présentement, c'est avec Steven, qui est quand même relativement plus jeune que moi. Puis, tu sais, Steven, écoute, il amène une vibe là, incroyable de jeunesse, de fougue. Tu sais, lui, il est très analytique d'un chiffre puis tout ça. Donc, je trouve que c'est une belle façon, les partenariats, de venir combler un peu tes faiblesses. Mais tu sais, encore là, c'est quelque chose qu'on dit, je suis sûr que ça a déjà sorti dans d'autres podcasts, mais c'est vrai. Tu sais, je veux dire, on a chacun nos forces, puis on est capable de se relever quand on a une journée plus difficile d'un côté, puis de l'autre, puis de pouvoir se crinquer ensemble, c'est le fun, tu sais. Fait que ça, au début, moi, j'ai voulu faire beaucoup de choses moi-même, tu sais, être un peu indépendant, puis tu sais, je sais ce que moi je peux faire, puis je sais pas ce que l'autre, puis qu'est-ce que je vais laisser sur la table, puis tout ça, tu sais. Fait que je trouve que présentement, j'aurais peut-être dû m'ouvrir à certains partenariats avant, mais actuellement, je suis très bien avec Steven, en tout cas dans les projets technologiques qu'on met en place. Puis, il est pas dit parce que ça fait quand même un bout de temps que j'ai mis un peu de côté l'investissement immobilier. Mais ça se pourrait que je revienne un peu dans cette facette-là parce que de contribuer au succès de plusieurs, c'est le fun, mais tu te dis pourquoi pas également me mouiller un petit peu plus loin. T'es bien plugué en tout cas au niveau du data. C'est ça. Fait que non, écoute, j'en vois des opportunités incroyables que les investisseurs font. Puis tu sais, c'est réalisable. Puis bon, oui, on aime le data, mais on aime l'immobilier. On aime faire de l'argent avec l'immobilier, en fait. Fait que ça passe beaucoup dans les projets aussi. Fait que Dieu sait vers quoi. Tu m'as parlé tantôt de 5 ans, 10 ans. Ça fait peut-être partie des projets. Là. Ah, c'est super. Parle-moi de tes plus grandes forces puis tes succès, dans le fond, dans ta carrière d'investisseur ou dans ta carrière d'entrepreneur. Mais en fait, les deux. Là, c'est la même carrière, dans le fond. Ben ouais, c'est ça. Ça se mixe tellement bien. Plus grande force, je te dirais... tu sais, je n'ai parlé tantôt, mais la créativité, là, ça, j'adore. Je sais pas si c'est une force, mais c'est ce que j'aime faire. Fait que, tu sais, quand t'aimes ce que tu fais, je me suis jamais considéré comme un artiste jusqu'à mettons, récemment, tu sais, parce qu'à un moment donné, ça reste un peu un art de pouvoir mixer certains trucs ou d'avoir une vision sur quelque chose. Donc, moi c'est là que ça m'excite beaucoup. Puis, tu sais, on est dans un moment, là, dans une ère où est-ce que tout est possible avec la technologie, entre autres. Puis, comme je l'ai dit tantôt, il y a tellement de choses là, qu'on fait face à titre d'investisseur immobilier. Donc, c'est sûr que moi, je trouve vraiment mon compte à ce niveau-là. Donc, je dirais que de voir des occasions d'affaires, c'est peut-être une de mes bonnes forces là, présentement. Sinon, écoute, oui, je suis responsable financièrement. Oui, je suis heureux avec le petit parc que j'ai. Je suis quand même capable d'avoir ma femme à la maison, si je pourrais dire, puis être heureuse là-dedans. Là, je regarde. Tu sais, faut faire attention quand on dit ça aujourd'hui. Il faut qu'ils trouvent leur compte. Là. Fait que, non, je pense qu'elle est heureuse de tout ça. Elle prend des petits mandats de travail comme elle peut, mais je pense que je suis en train de recréer un peu le pattern que mon père a voulu faire, mais en étant un petit peu plus présent, parce qu'évidemment, au niveau technologique, je peux faire ça d'à peu près n'importe où, puis de pouvoir dîner avec ma femme le midi en montant du sous-sol des fois, simplement, c'est quand même le fun. Prenant l'ascenseur. Ouais, l'ascenseur, ouais. Non, mais c'est bon. Puis en fait, ça m'amène sur un sujet que tu me disais, faut faire attention. Puis je pense que des fois, c'est une décision familiale, tu sais. Ah ouais. Moi, on est 4 enfants chez nous. Là, puis à un moment donné, ma mère, la décision, elle s'occupait des enfants. Puis aujourd'hui, on dirait que c'est comme mal vu, puis c'est donc bien archaïque, puis c'est donc bien si. Je pense que c'est une décision qui est de plein accord avec tout le monde, puis qui permet de toi aussi être plus avoir moins d'enjeux. Puis c'est pas toujours nécessairement on voit ça partout, là, c'est ça le cadre, mais c'est peut-être pas ça dans le fond pour tout le monde. Non, moi je trouve que ça se fait à deux, hein. Fait que si tout le monde trouve son compte, puis t'imagines la charge de moins qui est sur mes épaules en ayant ma blonde qui s'occupe de la maison un petit peu plus, puis qui est là un petit peu plus avec les enfants. Donc, c'est sûr que c'est un mode de vie qu'il faut qu'elle accepte, puis qu'elle aime, puis je pense que ça fait son affaire.
Oui, elle travaille un petit peu on the side. C'est moins prenant qu'une job à 40 heures. Mais tu sais, elle fait ses choses. Elle est plus libre. Moi, ça m'enlève une tonne de stress de courir puis tout ça. Donc c'est sûr que c'est le fun. Tu sais, écoute, moi, à un moment donné, en 2015, j'étais avec ma blonde à la maison. Moi, j'étais indépendant grâce à mes immeubles. Ma blonde, on vient d'avoir nos enfants. Puis là, le deuxième vient de rentrer là, après maternelle. Puis là, on est les deux. Puis on fait quoi, là? Oui, j'ai toujours quelque chose à faire. Oui, l'immobilier va toujours nous amener à faire quelque chose. Mais quand tu te retrouves avec ta conjointe, puis tu te dis, bon, c'est what's next, là, tu sais, je veux dire, je suis indépendant, à ta maison, qu'est-ce que je peux faire? Puis c'est là que moi, ça a vraiment fait un clash à me dire jusqu'où je peux me rendre en immobilier, puis qu'est-ce que je peux faire? Puis l'entrepreneuriat a toujours été présent, donc je me suis dit, bon, go, je vais voir ce qui va arriver, puis bang, on a lancé une entreprise, puis après ça a migré vers Ziplex, puis voici où je suis aujourd'hui, tu sais. Moi, je trouve ça vraiment malade. Là. Je trouve que la partie qu'on amène là amène. Ben oui. En fait, c'est ça. Chaque parcours est différent. Puis des fois, dans le fond, moi, je le vois un peu comme une business familiale. Dans le fond, tu es la meilleure personne. Puis là, moi, je vais faire ça, puis je suis à l'aise avec ça. Mais écoute, la business, l'ensemble de la business va super bien. Non, je trouve ça super cool. En terminant, avant la pause, on est déjà rendu à une trentaine de minutes. Ça va vite. Hein? Ça n'a pas l'air d'être ça. Ça roule. Fait que je demande toujours avant la pause, ça serait quoi les caractéristiques nécessaires pour être un entrepreneur selon toi? Puis en deuxième partie de la question, c'est quoi les conseils que tu donnerais à des gens qui sont soit en immobilier, soit en entrepreneuriat? Les conseils que tu donnerais pour dire ça, là, fais ça mon chum, là, puis ça va bien aller. T'sais. Je n'ai parlé un peu tantôt, mais qualifier ses idées, qualifier qu'est-ce que tu vas vouloir faire puis mettre en place, tu sais, c'est la clé. Puis après ça, c'est fais ça vite, mais brillamment. Tu sais, je veux dire, t'as une bonne idée, OK, fine, mais là, mets-la en place puis go. Mais fais pas go avant d'avoir qualifié puis d'avoir demandé une fois puis deux fois. Tu sais, moi, je pense que c'est là que ça se joue beaucoup. C'est que il y en a qui se lancent puis c'est un petit peu moins réfléchi. Des fois, ça fait des success stories puis c'est bien correct aussi. Mais je pense de qualifier ces projets puis évidemment de les mettre en place. Moi, je pourrais dire, le fameux là, lentement mais sûrement, mais en même temps, fais-les. Je veux dire, il faut que tu arrives à quelque chose. Là. On dit souvent l'analyse parallèle, je le dis souvent, là, je le répète, mais c'est vrai. Souvent, à un moment donné, tu overthink, tu es là, je vais-tu le faire, pas le faire. À un moment donné, il faut arrêter, il faut juste avancer aussi. Exactement. Puis des fois, ça se peut que ça soit pas parfait. Puis ça me fait penser au début du podcast avec Jen Jen de Luximage qui sont là, qui font les tournages. Ça me dit, gars, ça sera pas parfait, mais au moins tu le fais. T'sais. Exactement. Au début, on s'améliore, puis à un moment donné, des fois, faut pas attendre que ça soit. Tu commences pas à ton premier char avec une Bentley. Là, fait qu'à un moment donné, tu évolues, puis je pense que c'est important de le mentionner aux gens qui nous écoutent. Puis des fois, le but, c'est de faire réfléchir les gens à dire, écoute, dans le fond, c'est peut-être pas parfait ou c'est peut-être pas. J'ai peut-être pas toutes les connaissances à 100%, mais on apprend sur le long Absolument. C'est comme ça que tu vas avoir des réponses aussi, puis tu vas pouvoir t'ajuster. Là. Tout à fait. Mais écoute, déjà la pause. Première partie, super bien. Donc, merci. Merci pour le partage, Danny. Ça a été super intéressant. En deuxième partie, on va parler de sujets qui te concernent, puis je pense que ça va être vraiment intéressant. Donc, pour les gens qui nous écoutent, n'oubliez pas, tous les épisodes sont disponibles sur le site web, donc le www.le13emetage.com. Et sur les plateformes d'écoute populaires Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Balado Québec et YouTube. On revient après la pause. De retour de la pause. Avec Danny, notre prochain co-animateur des 3 prochains épisodes. Très excitant, ça. Ah ouais, on va avoir vraiment des invités de qualité, puis ça va être des sujets vraiment intéressants. Mais avant ça, on parle de sujets que tu voulais discuter avec nous autres, puis je trouve que c'est vraiment important. Puis en fait, t'as les deux mains dedans. Ouais. D'avoir la bonne information pour orienter ses décisions. On va parler un petit peu d'optimisation, puis tout ce qui est rentabilité au niveau des projets d'optimisation. Puis là, évidemment, c'est dans tous les journaux à chaque jour, 3 fois par jour, avec pas tous des informations pertinentes. Fait qu'on va parler un petit peu de ça. Fait que
On va commencer avec la première. Tu m'avais marqué l'importance de la bonne information. J'ai goût que tu me parles de ça, puis après ça, on ira sur les autres sujets. Ouais, écoute, c'est sûr que quand on travaille des projets en immobilier, tu veux reposer tes actions sur un maximum de bonnes informations. Tu sais, le fameux pouce en l'air pour prendre le pouls là, du marché, c'était peut-être pas pire dans les années 90, là, ou peut-être on peut reculer avant ça, mais... Ton doigt. Ouais, c'est ça, tu mouilles ton doigt, puis OK, ça va être à peu près ça. Tu sais, peu importe le marché, il y a toujours des directions. Puis nous, dans Ziplex, entre autres, c'est sûr que tu vas avoir accès à des graphiques qui vont pouvoir te dire, crime, ça augmente-tu, ça descend-tu. Puis si tu n'es pas encore sûr, tu as le CTRL encore qui est là pour ça. Puis oui, je fais la promotion de ces entités-là. Puis honnêtement, les gens pourraient le faire avec d'autres trucs aussi, peut-être même avec leur réseau. Peut-être qu'ils peuvent se faire aussi eux-mêmes là, des listes de location dans leur propre marché. Mais bref, repose tes actions sur de la qualité. T'sais. Puis il y a beaucoup de monde qui sont portés à cheaper un peu cette portion-là quand ça va découler sur tellement de choses pour la suite de ton parcours, tu sais. Puis il faut que l'argent soit au rendez-vous. Tu sais, si on fait de l'immobilier, écoute, c'est sûr que ça va nécessiter d'entretien, ça va nécessiter de rénover en cours de route, ça va nécessiter d'optimiser, puis tu sais, à un moment donné, si tu penses que tu achètes un immeuble qui reste un potentiel, mais finalement qu'il n'y en a pas dedans, crime, ça se peut que tu ronges ton frein un peu. Parce que moi j'en ai vu là, des gens qui disent j'achète, les loyers sont à ce niveau-là, mais crime, le marché il est déjà au maximum. Tu vas faire quoi? Tu vas parker ton argent là, puis tu vas avoir à le rénover, puis quand est-ce que tu vas avoir ta porte de sortie pour pouvoir peut-être en faire un autre? Fait que c'est là où est-ce que le potentiel, puis d'aller créer de la richesse en même ces immeubles, ça devient important. Je dis toujours notre objectif comme investisseur, c'est de vouloir développer un parc immobilier sain puis prospère, puis c'est pas pour rien, ça prend de l'argent pour faire ça. Fait que c'est un petit peu le talk que j'ai en termes de qualité d'information. Là. Ah, tout à fait. Puis j'ai goût de faire du search sur ce que tu dis. Parce que souvent, on dirait, là, aujourd'hui, tu sais, puis là, c'est riche dans l'actualité où ça n'a pas de bon sens, où à un moment donné, on va revenir, tu sais, est-ce qu'on envoie à Métro des mises en demeure puis des affaires parce qu'ils ont augmenté le prix du brocoli, tu sais, je veux dire, c'est une business autant qu'un investisseur immobilier, c'est juste que là, parce que c'est une personne qui appartient à des immeubles ou une compagnie qui appartient à des immeubles, là, c'est des méchants, puis parce que c'est un besoin primaire. Manger aussi, c'est un besoin primaire. Exact. Se vêtir aussi, puis le linge a augmenté, là, dans les dernières années, puis est-ce qu'on, tu sais, des fois, je remets ça en perspective, puis là, on me dit, mais JP, c'est pas la même affaire. Ben, en quoi c'est différent? En fait, tu sais, pourquoi c'est différent? Puis je pense que faut se rappeler ça. Puis quand tu dis ton point, tu sais, on est là quand même pour créer de l'argent. La vérité, c'est qu'on est là pour faire de l'argent. Mais tu sais, il y a moyen de la faire de façon aussi, tu sais, puis là, il y a des propriétaires que c'est extrême, puis c'est frauduleux. Il y a moyen de le faire éthique. Ouais, de le faire avec une éthique propre. Puis tu sais, nous, on fait de l'argent. Tu sais, Immobilier Jalbert, c'est une compagnie qui est rentable, puis on a des beaux immeubles, mais c'est sur le long terme. Tu sais, on ne devient pas millionnaire ou multimillionnaire du jour au lendemain. Tu sais, il y a moyen de faire de l'argent puis être respectueux puis de respecter les gens. Puis évidemment, là, tu sais, il en pogne 2-3 puis il snap tout le temps puis c'est toujours la même histoire. Là. Mais je pense que c'est important de rappeler. Tu sais, puis là, évidemment, nous, on s'adresse plus à des entrepreneurs puis des investisseurs, mais tu sais, c'est ouvert à tout le monde. Puis je pense que c'est important de se rappeler que de faire de l'immobilier, on n'est pas là pour faire de la charité non plus. Là. Je veux dire, on ne va pas te donner des logements parce que pour ton bon plaisir, puis c'est ça aussi, là, à un moment donné. Appeler le plombier, faire ta toiture. Tu sais, la toiture, là, 15-20 ans, là, c'est pas 40 ans que tu vas pouvoir la récupérer. Tu sais, je veux dire, c'est très difficile quand même. Ça prend de l'argent dans le système. Puis oui, les gens qui ont des logements depuis longtemps puis qui ont un certain droit acquis, ben c'est correct, mais c'est sûr que leurs logements, tôt ou tard, vont nécessiter des rénovations importantes. Puis, à un moment donné, ça fait comme juste pas de sens. Puis, tu sais, au Québec, là, on est quand même choyé, là, le tissu social, les logements, c'est les plus bas pratiquement partout. Puis, c'est bien correct. Partout au monde. Là. Exactement. Fait que, tu sais, tu mets le fardeau sur les propriétaires à vouloir offrir des logements
pas cher, puis de qualité. Puis je trouve que c'est un lourd fardeau, en fait, parce qu'évidemment, tu ne lui permets pas de pouvoir augmenter à la juste valeur. Fait qu'à un moment donné, c'est là où est-ce que ça accroche énormément. Puis les journalistes, on s'entend là, de faire enflammer les tribunes, ben, ils sont bons avec ça. Donc, c'est sûr que présentement... c'est ça qui fait vendre la pub, tu sais, puis la vérité, c'est que c'est ça. Puis en fait, on va continuer de parler de ça parce que c'est vraiment un sujet qui m'interpelle. Puis on parlait d'optimisation puis le potentiel locatif versus les règles en vigueur. Puis j'ai goût que tu décrives un peu. Puis tu travailles avec des investisseurs qui te contactent régulièrement pour justement voir c'est quoi le potentiel. Puis on peut peut-être y aller avec la rentabilité au jour 1 aussi. Des fois, avec le prix de l'immobilier aujourd'hui, on le sait, là, l'immobilier est complètement en feu. Ouais. J'ai goût que tu m'adresses ça un petit peu. Ben écoute, on est tellement dans un marché de potentiel. Les gens sont prêts à acheter à des multiples qu'on a rarement vus, si je pourrais dire. Ça témoigne beaucoup de la solidité aussi de l'immobilier. Là, on a vu des TGA là, tellement faibles sur de l'acquisition de méga parcs immobiliers. Puis c'est sûr que ça se traduit aussi pour tous les investisseurs qui embarquent là-dedans. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient acheter un premier immeuble puis qui s'arrête à la fameuse rentabilité au jour 1 quand la valeur est beaucoup dans le potentiel puis qu'est-ce que ça va en devenir. C'est sûr que, tu sais, là, on pourrait parler de bulles puis on pourrait parler de toutes sortes de choses, là, mais concrètement, dans le fond, c'est sûr que ton immeuble, quand tu le payes un certain niveau de prix, si tu penses que tu vas faire une fortune avec tes loyers au jour 1, ben c'est pas là que ça se passe. Nous autres, vraiment, les investisseurs qui sont nos clients, souvent, ce qui arrive, c'est qu'ils vont prendre des immeubles, puis oui, effectivement, vont créer beaucoup de richesse à même ces immeubles-là. Il y a des locataires qui se ramassent avec des beaux cash for keys, évidemment. Puis tu sais, c'est bien correct. Puis je pense qu'il y a même des locataires qui sont contents qu'un propriétaire, un nouveau, dise, ben oui, je vais relever ton loyer, mais il va être de qualité par la suite quand je vais avoir passé par là, tu sais, fait que je pense c'est d'y aller vraiment de manière très éthique. On va toujours être contre les évictions sauvages et tout ça, mais c'est sûr que si on veut valoriser le parc immobilier, ça passe par les rénovations, puis ça passe évidemment avec des loyers qui suivent un peu cette vague-là. Fait que c'est la réalité. Donc, puis écoute, j'ai tellement de sujets, je les écrivais pendant que tu me parlais, mais non, mais j'ai plein d'idées qui me viennent en tête, puis en fait, je prends la tribune, j'en parle souvent un peu sur le banc, entre autres, puis on en parle en privé dans notre groupe aussi, puis tu sais, les évictions sauvages, là, il n'y a pas aucun propriétaire sensé qui est d'accord avec ça. T'sais, je veux dire, quand on voit ça, nous on voit des articles, on est comme, bon, un autre esti de cave qui nous fait passer pour des méchants criminels puis des méchants propriétaires. Il n'y a pas un investisseur sensé, entrepreneur, qui est d'accord avec ce genre de comportement-là. Il y a moyen de le faire de façon graduelle, il y a moyen, on parlait de cash for keys, dans le fond, de payer certains locataires pour quitter, puis les locataires, ils passent à la loterie de la vie. Là. Il y en a qui ont des méchants montants pour quitter, puis ils peuvent revenir. Là, dans le fond, souvent, on va revenir, mais il va y avoir une augmentation de loyer. Mais, tout est dans tout à un moment donné. On parlait du TAL. Là. La règle, je ne l'ai pas exacte, mais je pense que c'est quoi? C'est 41 ans ou... Ouais, c'est 2 piastres par mois. C'est le 2%. Là. Exactement. Puis je vais venir à ma prochaine question, mais avant ça, je pense que le problème date de plusieurs années passées. Ouais. Là, on paye pour les peut-être 25-30 ans passés où, t'es propriétaire d'un immeuble à Montréal, tu as payé ça, mettons, exemple, on va donner un triplex, tu as payé ça 125 000 dans les années 90. Ça vaut à peu près 900, 1 million aujourd'hui. Puis tu n'as rien fait dedans. Pourquoi tu n'as rien fait dedans? Parce que tu n'avais pas d'incitatif. Il y en avait à un moment donné, il y avait des rénoveurs, il y avait des programmes, puis c'était avantageux. Pourquoi est-ce qu'on ne ramène pas? Puis je lance la question, là, j'ai des policiers qui écoutent aussi, puis pourquoi est-ce qu'on ne ramène pas ce genre de programme-là? Là, je te dis pas de donner 50 000 à chaque propriétaire pour rénover, mais de dire, ou un allègement fiscal, de dire, bien, gars, tu sais quoi, tu fais des rénovations pour amener un immeuble en ordre de façon, on va te laisser le mettre en dépense ou de le mettre en capitalisation. Tu sais, des incitations comme ça. Il y a plusieurs. Moi, je pense qu'il y a vraiment plusieurs choses. Puis là, tu ouvres la porte à plein de sujets. Parfait, là, mais je prends la tribune, je te l'ai dit. Mais tu sais, pourquoi c'est pas plus facile que ça, là, de vouloir prendre un local commercial puis pouvoir le transformer en logement? Pourquoi on permettrait pas à des propriétaires qui ont déjà des unités très peu chères de les conserver très peu chères en disant, hey, conserve-la à bas prix, mais je vais m'occuper, moi, de tes rénovations à titre de gouvernement. Tu sais, il y a beaucoup de choses qui pourraient être faites, puis il y a beaucoup de créativité, mais présentement, je pense que
les deux grandes, les propriétaires et les locataires sont pas amenés à vouloir réfléchir ensemble dans un discours qui est sain. Mais c'est sûr qu'on aurait tout avantage à se parler puis de trouver des solutions ensemble. Mais tu sais, j'abonde dans ton sens. C'est qu'à un moment donné, les valeurs sont là. C'est partout, c'est mondial. Tu sais, puis le libre marché, comment tu peux vraiment essayer d'être contre ça? Tu sais, à un moment donné, il y a des gens qui sont prêts à payer puis qui veulent la qualité. Puis d'un autre côté, ben il y a des gens qui vont avoir des logements tout croche, mais qui veulent garder leur pas cher. À un moment donné, c'est un clash là, que tu... Je pense que ça va dans les valeurs profondes aussi de ce qu'on véhicule. Tu sais, j'aborde souvent le sujet de la victimisation où, tu sais, je comprends, puis moi, on parlait de filet social puis du Québec, tu sais, puis là, on rentre pas nécessairement dans la politique, mais moi, je suis d'accord d'aider les gens qui sont dans la misère, qui ont des difficultés. Puis qui, totalement. Tu sais, puis je pense que pour ça, malheureusement, ce que je vois, puis quand je discute à d'autres gens, c'est qu'il y a des gens qui profitent du système. C'est des profiteurs, là, tu sais, c'est des gens qui... Là, en plus, on est dans des discussions de revenus universels, puis de ci, puis de ça, d'amalgamer toutes ces affaires. J'ai un petit peu de misère, moi, avec ça, parce que je trouve que c'est un peu du nivellement vers le bas. T'sais. C'est un peu de dire, bon, mais gars, pourquoi je me forcerais plus? Parce que là, mais tu sais, comme on parlait de marché, si tu affiches un logement, puis tu as 48 personnes qui viennent, mais c'est qu'il y a 48 personnes qui sont prêtes à payer un montant-là que tu l'as affiché. Ah ouais. Donc, à quelque part, à un moment donné, la journée où, puis à un moment donné, il va peut-être avoir un débalancement. Là, c'est favorable pour les propriétaires. Mais il y a un moment où les intérêts étaient super élevés, puis c'était pas favorable pour les propriétaires. Il y en a eu des taux d'inoccupation élevés. Là. Il y a eu des années où est-ce que c'était pas comme ça l'est aujourd'hui. Ça se peut que ça revienne aussi, là, je veux dire, puis à ce moment-là, c'est qu'est-ce qui va se passer? C'est le marché qui va diriger. Ouais. C'est à Montréal, ils l'ont vécu, là, tu sais, je veux dire, à Montréal, centre-ville, dans le COVID, là, totalement. OK, mais mon logement, il était, mettons, 1400, un beau 4,5 bien rénové. Pas de visite, pas rien. Le client, là, il est rendu 12,50 ou il est rendu 1400 avec des cadeaux, avec des rabais. Ah ouais. Mais c'est l'économie, c'est le marché. C'est le marché, tu vas faire quoi, tu sais? Puis je pense que ça, il faut respecter ça aussi. Puis autant que le monde ne sont pas d'accord, que là, actuellement, pourquoi? Mais, la vérité, c'est que pourquoi les logements sont chers? Parce que la construction est chère, parce que le marché du housing est cher. 2 par 4, JP. Ouais, 9 piastres. C'est ça. Mais, puis en quelque part, tout est dans tout. Tu sais, la vérité, c'est que la maison est chère. Ah, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais me faire bâtir. Ah, je vais me faire bâtir. Ah, elle est aussi chère. Ah, mais ma maison augmente encore. Bon, mais là, moi, j'ai pas moyen de m'acheter une maison. Je fais quoi? Je vais louer. Mais là, je vais louer à 1300, 1400. Je vais avoir de quoi de beau. Ah ouais. À un moment donné, tu sais, il y a comme l'ordre de la vie où, à un moment donné, tout se paye, là, à un moment donné. Puis honnêtement, je dis, dans toutes les études, là, tu sais, à Montréal, je pense qu'on était à 33-34% du revenu net pour le logement. À Toronto, c'est 50 quelques. Puis à Vancouver, je pense qu'on est à 70. Je serais inquiet de le faire à San Francisco, là, tu sais. Ou à Paris, ou des villes. Même à 35 ou à 40. Ça veut dire que, mettons, tu gagnes 2000 $ par mois. OK? Ben, écoute, 2000 $ qui était la PCU, mettons, là. On met ça là-dessus, là, tu sais. Ouais. Ben, écoute, à 30%, là, c'est 600 $, là. Ça, c'est le minimum, là. Je veux dire, puis là, on chiale parce que les logements, tu sais, je pense que... Puis, tu sais, peut-être, en fait, la question, c'est, est-ce que tu vois vraiment des augmentations drastiques dans l'ensemble du data que tu ramasses, toi, dans les dernières années, ou c'est vraiment exagéré dans... Écoute, c'est sûr et certain que le loyer moyen, il augmente. Je n'ai pas amené les statistiques au niveau du Québec ou de Montréal, là, mais c'est sûr que ça augmente. Puis oui, à un moment donné, ça suit, veut pas, la valeur des maisons aussi, puis du marché global. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est très difficile de vouloir garder des loyers bas quand, évidemment, ton immeuble nécessite des réparations. Puis le marché, là, la Corpic nous a fait état souvent là, à quel point le marché, les immeubles, dans le fond, nécessitent des rénovations importantes. C'est incroyable. Fait que, tu sais, on n'est pas en Europe, mais en Europe, eux autres, là, quand ils parlent d'énergie puis de conservation d'énergie, ça coûte des fortunes à faire en sorte que les immeubles redeviennent aux normes. Puis, tu sais, ici, on est chanceux, là, on paye encore des taux d'électricité quand même assez peu chers, mais demain matin, si c'était beaucoup plus dispendieux, comme ce l'est justement en France ou peu importe dans le monde, ben c'est sûr que là, à un moment donné, OK, va faire que tu as ton immeuble, va faire qu'on arrive avec une cote d'efficacité énergétique. Ça va te coûter je ne sais pas combien. C'est encore le propriétaire qui va l'absorber au complet puis qui va faire en sorte de garder ses loyers le plus bas possible. À un moment donné, ça ne peut pas suivre. Ça peut pas suivre. Fait que oui, on voit, pour revenir à ta question, des progressions. Puis présentement, c'est sûr que, tu sais, on a eu un beau...
appel aux régions, là, tu sais, c'est ça qu'on a vécu. Fait qu'il y a des régions qui sont contents aussi d'avoir des nouveaux locataires puis des nouveaux parcs qui se développent et tout ça. Oui, Montréal, ben là, il est attaqué là, de plein fouet où est-ce qu'il y a moins de monde. Puis, tu sais, oui, vivement la réouverture des frontières, puis ça va se faire, tout ça. Mais c'est globalement, on est une belle place dans le monde où venir habiter. Dans le fond, notre richesse au Canada passe beaucoup par l'immigration, on se le cachera pas. Puis je pense qu'il y a encore des gros objectifs à ce niveau-là. Fait qu'est-ce qui va arriver demain matin encore? Là? Il va juste avoir de plus en plus de monde qui vont chercher des places aussi stables dans le monde que le Québec. Puis il y a des immigrants, ils arrivent à Montréal en premier. Là. Fait que c'est sûr que c'est pas... Oui, tes condos que tu parlais tantôt à 14 puis qui sont tombés à 12 avec 3 mois gratuits, ben ils ont eu de la misère, mais tantôt, le marché va être là pour ces immeubles aussi. Donc, je pense que c'est drôle parce qu'on en a eu puis on va en avoir des immigrants qui sont en affaires, qui sont venus au Québec. Puis toutes les réponses que j'ai eues de ces gens-là, c'est il y a tellement d'opportunités au Québec puis au Canada de faire de la business puis de réussir. Puis de l'autre côté, tu as des gens qui... Écoute, c'est quand même une étape dans ta vie. Là, de déménager ta famille, de repartir à zéro. Tu connais pas des fois la langue, tu connais pas... Puis là, tu pars, puis tu réussis à réussir. C'est comme, c'est incroyable. Puis de l'autre côté, des fois, on a des gens de la population ici qu'on dirait que tout leur est dû. Là, moi, c'est ça que des fois, j'essaie de... Puis en fait, c'est le but du podcast, de dire, tout est possible. Là. On a eu Bob Richard, on en a eu des gens qui n'ont pas eu des parcours faciles. Puis en fait, il n'y a personne qui a des parcours faciles. La vérité, c'est que c'est ça. La vérité, c'est que l'entrepreneuriat, là, c'est pas « Salut, bonjour, ouais, je suis millionnaire, c'est dans mes beau, c'est dans mes fin ». Il y a des problèmes à chaque jour, tu sais. Personne ne va jamais te rien te donner. Là. Peut-être mon père, ma mère, là, mais encore là, qui va te donner ça, tout cuit ou peu importe? Il faut aller la chercher. L'argent est difficilement gagné. Je veux pas être défaitiste avec les gens qui sont ici. Mais c'est sûr que souvent, quand tu es un peu dans des logements peut-être justement un peu plus bas du marché, ben tu pars peut-être aussi de là avec une inquiétude. Tu te dis, crème, je vais-tu être capable d'arriver ici? Mais à un moment donné, tu te complais peut-être un peu aussi dans ton niveau de vie. Donc, tu sais, mais c'est sûr que c'est pas rose pour tout le monde. Il y a des histoires là, d'horreur là, qui se passent partout. Mais je pense que tu sais, c'est pas à tous les propriétaires du Québec de subir globalement, dans le fond, des freins à pouvoir au moins suivre l'inflation quand on vient pour augmenter, tu sais, ou oui, OK, le client locataire, il est là depuis longtemps, mais quand il déménage, je peux-tu le mettre au prix du marché? Tu sais, je pense que les gens, globalement, c'est un peu ce qu'ils veulent. Puis si les gens veulent vraiment garder leur loyer de manière plus abordable, comme je le disais tantôt, mettons en place des incitatifs parce que tu sais, les propriétaires d'immeubles, c'est pas tous des grands propriétaires. Là. Un propriétaire, là, il y a 5 portes en moyenne au Québec. Là. Ben, il y en a plusieurs là, que eux, c'est un fonds de pension, puis c'est bien correct si la personne paye un peu moins cher que le marché. Je veux pas de trouble, je suis bien avec la personne. Ben, parfait. Pourquoi on ne cible pas ces propriétaires-là qui veulent avoir des logements qui sont peut-être pas remis top-notch sur le marché avec une pleine valeur, mais qu'on leur compense ce loyer-là avec des incitatifs pour justement venir garantir peut-être le loyer, garantir des travaux ou peu importe. Fait que tu sais, il y a moyen d'être créatif à travers tout ça. Je pense que le discours qu'on doit avoir, c'est que ça prend de l'argent pour évidemment maintenir des immeubles en bon état. Puis si c'est là, ben ça va bien aller. Puis si c'est pas là, ben ça va continuer à se dépérir. Puis ça va être au détriment de ceux qui habitent ces logements-là. Ouais, puis je pense pour conclure ce sujet-là, puis je pense que tu amènes des bons points. Moi, je le dis toujours, puis je vais amener un autre point après que peut-être qu'on aborde moins souvent, mais pour moi, est essentiel. Le 1, intervention du gouvernement dans les incitatifs. Puis après ça, mais là, tu sais, exemple, le parc est en mauvais état. Il est en mauvais état depuis plusieurs années. Pourquoi? Parce qu'on s'en est pas occupé. Pourquoi? Parce qu'on n'avait aucun avantage à le faire. Je le loue au même prix, puis il est dégueulasse. Ben, pourquoi? Après ça, ben là, de permettre de pouvoir rénover ou d'avoir que ce soit en impôt ou en taxe ou whatever. Moi, je pense que ça doit passer par ça, parce que l'impôt, tout le monde a eu ça, payer ça. Fait qu'à un moment donné, si on dit, mais gars, tes rénovations, l'impôt, tu ne paieras pas ou whatever, tu sais, ou t'as un retour de taxe sur les rénaux, si tu ne l'utilises pas, il est perdu, mais si tu l'utilises, mais là, tabarnouche, je ne laisserai pas d'argent sur la table. Ben, peut-être que c'est une piste de solution. Deuxièmement, ben, le gouvernement subventionne le financement ou aide avec des programmes de la CHL, le logement social. Moi, là, je suis le premier, puis je le dis haut et fort, là, j'en ferai du logement social. Puis,
en passant, pour les gens qui nous écoutent et qui ne connaissent pas c'est quoi le logement social, c'est 10% en bas du prix du marché. Fait que mettons un 4,5 moyen actuellement au Québec qui est peut-être à, mettons dans la grande région métropolitaine à 1100, 1100, 1200, ben c'est un loyer à 1000$ quand même. Là. C'est pas un loyer à 555 là, pour un 5,5 avec un butler qui t'accueille à la porte avec son chapeau. Là. Non, mais qu'on se dit les vraies affaires. Ouais. Fait que, tu sais, logement social, c'est excessivement dur. Ça existe, mais le financement, il y a des enveloppes, puis une fois que c'est passé, c'est fini, puis c'est toujours les mêmes qu'ils ont. Fait que si la CHL, le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial encourage ce genre d'incitatif-là, où on est financé à 95%, c'est une business de long terme. C'est pas une business ultra payante, mais tu bâtis de l'équité dans le futur. C'est extrêmement intéressant pour des investisseurs immobiliers qui comprennent la game. Moi, je suis le premier qui va en bâtir. Je vais en bâtir tout le temps. Puis on est prêt à faire de la qualité qui va être vraiment, vraiment excellente. Mais si on l'a pas, puis c'est compliqué, c'est des programmes qui sont ultra réservés, ben, tu sais, juste d'ouvrir ça, de subventionner les travaux après ça une fois. Parce que là, c'est beau, là, tu as un immeuble neuf, mais tu sais, moi, mettons, je suis dans le neuf, mais dans 5 ans, 10 ans, les minimums ont besoin. C'est sûr. Il y a locataires qui partent, on repeinture, on replate, faut toujours, tu sais, on le fait, on le fait parce que nous autres, c'est important, mais tu sais, je pense que c'est pas tout le monde qui a ce mindset-là. Puis dernièrement, ça, c'est ça du côté de l'État, puis je pense que c'est pas à l'État de tout gérer. Non. Il y a une gestion du privé aussi, puis une gestion des individus, puis finalement, ben moi, je pense que c'est l'éducation financière. Ben, c'est sûr. Il y a tellement d'individus, puis je parle à beaucoup de monde, puis j'ai beaucoup de monde qui viennent me poser des questions, puis je me rends compte que c'est vraiment un manque. Puis on va avoir Youssef Galache là, de l'argent n'adore jamais, puis on a des planificateurs financiers qui sont sur le show aussi, qui vont parler de différentes stratégies. Juste de connaître la finance de base, là, ça aiderait tellement le Québec, l'ensemble du Québec. C'est incroyable. Il y a des incitatifs. Il y en a quand même. Là. Il y a des incitatifs, il y a des programmes, il y a des choses qui permettent d'aller sauver de l'impôt, de prendre les choses. Juste de savoir c'est quoi un CELI, un REER, comment ça marche une carte de crédit, comment ça marche un financement, comment ça marche le levier. Pourquoi il est capable de faire ça, lui, puis il fait 70 000 par année ou 50 000 par année, puis il y a des immeubles qui vaut des millions. D'éduquer les gens à dire, peut-être que t'es capable, c'est accessible à tout le monde. Tu sais, je veux dire, tout le monde est capable. Tout le monde est capable, mais est-ce que c'est en place pour pouvoir... Non, mais tu sais, éventuellement, je pense que dans le système d'éducation, dès le primaire, commencer à éduquer nos jeunes à savoir, tu sais, c'est le fun de savoir compter, mais savoir la finance de base. D'apprendre à économiser, d'apprendre à dépenser, d'apprendre à donner, d'apprendre à tu sais, puis tranquillement, pas vite, là, on dit oui, le coût des maisons. Ouais, mais tu sais, moi, j'aime ça souvent mettre de la micro-objectivation. Là, ça, c'est mon passé de la micro-objectivation. Objectivation. En tout cas. C'est bon. Ça, là. Ça. Faire des micro-objectifs. Okay. Puis, en fait, c'est de dire, tu sais, exemple, mettons, je donnais l'exemple tout le temps, moi, quand j'étais jeune. J'ai arbitré au soccer toute ma vie, jusqu'à 31 ans, puis je travaillais tout le temps. Mais tu sais, pendant ce que je travaillais, je dépensais pas 300$ sur du veuve Clicquot, tu sais, au bonnonoté, là. Fait que tu sais, c'est ça aussi. Mais 300$ une fois par semaine, c'est 1200$. 1200$ fois 12. 5000$ par année avec le type les bébelles. 5000$ c'est une brûlée. L'argent net, là. Net. C'est ça qui est important aussi. Là, je donne un exemple de même, là, mais c'est de l'argent en tabarnouche. Un autre bel exemple, c'est incroyable. Écoute, quand McDonald's a sorti son fameux quart de livre, là, puis qu'après ça, Burger King ont essayé, eux autres, on va sortir le tiers de livre. Puis là, t'étais 1 sur 4, 1 sur 3, ça s'est jamais vendu là, un tiers. Mais crime, t'en avais plus pour ton argent. Mais le monde, non, je vais prendre un quart de livre, tu sais, parce que le monde, évidemment, sont peut-être moins éduqués ou il y avait de la misère à fractionner. Ouais. Mais tu sais, c'est vrai ce qui est arrivé là. Fait que les gens, je pense que de savoir compter ou d'avoir les ressources pour pouvoir mieux gérer leur argent, c'est pas là. Puis, tu sais, c'est sûr que ça peut faire paniquer quelqu'un de payer 200$ de plus de loyer, mais à un moment donné, 200$ sur un budget, tu sais, surtout si tu as une meilleure qualité ou, tu sais, t'as peut-être aussi d'autres options. Tu peux peut-être louer un 4,5 avec quelqu'un de plus chez vous, mais tu sais, c'est-tu des choses que c'est véhiculé? Je suis pas trop sûr, mais en même temps, c'est des gros défis. Puis oui, totalement, ce que tu dis là, l'éducation financière, j'ai déjà hâte à Youssef. Puis tu sais, j'en parle régulièrement, puis moi, je pense que c'est par là que ça passe aussi. Est-ce qu'on va régler tout? C'est des problèmes extrêmement complexes. Il n'y a pas une solution magique. Mais moi, tu sais, au lieu de chialer puis de dire, ouais, non, nous, on a raison, puis les locataires, c'est des cacas, puis eux, non, les propriétaires, c'est des cacas, nous, on a raison. C'est de dire, est-ce qu'on peut se parler? Puis à un moment donné, ça fera jamais le plaisir, le bonheur de tout le monde. Mais à un moment donné, je pense qu'il y a des solutions qu'on doit mettre en place de tous les différents intervenants dans le dossier, puis il y en a quand même beaucoup. C'est là qui fait que c'est très complexe. Puis important.
genre, sans boucler la boucle, soyons créatifs. Exactement. Fait que moi, j'aime ça, la créativité. Je t'en ai parlé depuis le début, mais c'est vraiment Certainement. Y a-tu quelque chose d'autre à faire? Y a-tu des possibilités? Comment on peut faire en sorte que tout le monde soit win-win là-dedans? Fait que non, écoute... le podcast en est une initiative où, moi, je veux démocratiser un petit peu l'entrepreneuriat. C'est pas quelque chose qu'on enseigne nécessairement au cégep, à l'université. C'est va à l'école, à une bonne job, à un bon fonds de pension. C'est ça un peu l'éducation qu'on a. Puis, il n'y a pas juste une manière de bien faire les choses. Je pense que c'est la conclusion de ça, mais on réglera pas. On a réinventé le monde un peu. Je pense que ça va donner. Ça va être super bon, mais on n'a pas des solutions magiques. Puis je suis pas un économiste. Mais je pense qu'à un moment donné, il y a moyen que tout le monde fasse sa part des choses. Puis c'est pas. Ouais, ça sent un gros bon sens aussi. Puis, dans n'importe quoi, c'est pas chaque gouvernement de faire de quoi. C'est pas juste le voisin. Le voisin pour toi, ben c'est moi. Fait que c'est tout le monde de faire sa part. Évidemment, il y a des problèmes complexes, il y a la santé mentale, il y a plein de choses. Mais, on ne réglera pas tout ça. Mais je pense qu'on est capable d'améliorer la situation. Puis je pense que tout le monde est responsable de son bonheur aussi. À un moment donné, tu as le choix d'être malheureux puis de rester dans ta merde, ou tu as le choix de dire, mais gars, qu'est-ce que je suis capable de faire pour changer les choses? Puis... On partage pas mal de valeurs ensemble. Ah, tout à fait. Mais c'est pour ça que tu es sur le show, en fait. Ah, ben Colin, merci. Fait que, Danny, c'est déjà la fin. Déjà? Ben oui, écoute. Puis, écoute, merci beaucoup. Merci à toi. On a très hâte de t'entendre avec des bonnes interventions comme on a eu aujourd'hui avec nos autres invités. On te souhaite le plus grand succès dans tes business. Merci. Il y a une tradition qui a été faite par François, le premier co-animateur, qui demande toujours à la fin qu'est-ce qu'on te souhaite à Danny DiVincenzo? Hey, continue à être créatif puis régler une tonne de problèmes des propriétaires d'immeubles. Super. Prochaine destination voyage? Écoute, au cas, je sais pas. Je suis pas un grand voyageur. Déjà de sortir là puis de voir des gens, ça va faire pas mal mon affaire. Excellent. Mais écoute, merci beaucoup. Ça a été vraiment intéressant. Merci à tous pour votre écoute. La semaine prochaine, dans le podcast Le 13e étage, on va parler des vraies affaires.